Le vent glacial de février fouettait le visage du capitaine Michel Dubois, alors qu'il parcourait lentement les rues désertes du quartier industriel de Gerland, dans la banlieue sud de Lyon. À 45 ans, Michel avait l'air plus vieux que son âge. Ses cheveux grisonnants dépassaient de sa casquette de police, et ses yeux fatigués reflétaient 20 années de service dans les forces de l'ordre françaises. Ce soir-là, comme tous les autres depuis 5 ans, il effectuait sa ronde nocturne avec le poids du passé sur les épaules. Encore une nuit sans fin, marmonna-t-il en observant les fenêtres éteintes des anciens entrepôts reconvertis en loft bon marché. Sa radio grésilla faiblement, transmettant les appels habituels. Dispute conjugale dans le 7e arrondissement, cambriolage près de la Pardieu, ivresse publique place Bellecour. Lyon vivait sa vie nocturne habituelle, mais Michel préférait ces rues silencieuses où il pouvait réfléchir sans être dérangé. Le divorce avec Sophie l'année dernière avait été la goutte qui avait fait déborder le vase. « Tu n'es plus le même depuis la mort de Lucas », lui avait-elle dit lors de leur dernière dispute. « Tu vis comme un fantôme. Michel, je ne peux plus supporter de te voir te détruire ainsi. » Elle avait raison, bien sûr. Depuis l'accident de leur fils de 8 ans, renversé par un chauffard ivre qui n'avait jamais été retrouvé, Michel s'était enfermé dans une carapace de culpabilité et d'amertume. Ses pas résonnaient sur le pavé humide, alors qu'il longeait la rue Marcel-Mérieux. Les lampadaires projetaient des ombres étranges entre les bâtiments abandonnés, créant une atmosphère presque surréaliste. C'est alors qu'il aperçut une faible lueur provenant d'un ancien entrepôt de textiles, supposé inoccupé depuis la délocalisation de l'usine en Roumanie 3 ans plus tôt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il en s'approchant prudemment. Sa formation lui dictait d'appeler des renforts, mais sa curiosité naturelle le poussa à investiguer d'abord. Il contourna le bâtiment et découvrit une fenêtre cassée au rez-de-chaussée, suffisamment large pour qu'une personne puisse s'y faufiler. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de rouille agressait ses narines. Sa lampe torche illuminait des machines industrielles recouvertes de bâches déchirées et des débris jonchant le sol. Mais ce qui attira son attention fut le petit feu de camp improvisé, près d'un radiateur hors service, autour duquel étaient disposés quelques objets personnels. Un sac à dos troué, des vêtements sales et une couverture élimée. « Il y a quelqu'un » appela-t-il doucement, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Police, je ne vous veux aucun mal, montrez-vous » Un gémissement faible lui parvint depuis l'obscurité. Michel dirigea sa lampe vers le fond de l'entrepôt et découvrit une silhouette recroquevillée derrière une ancienne machine à coudre industrielle. En s'approchant, il réalisa avec un choc que c'était un enfant, un garçon d'une dizaine d'années, visiblement malade et affaibli. « Mon Dieu !» souffla Michel en s'agenouillant près de l'enfant. « Qu'est-ce que tu fais ici, petit ? Où sont tes parents ?» Le garçon leva vers lui des yeux fiévreux, son visage émacié trahissant des semaines, peut-être des mois de malnutrition. Ses lèvres gercées tremblaient, et Michel pouvait sentir la fièvre qui émanait de son corps frêle. L'enfant portait un pull troué et un jean sale, des vêtements manifestement trop grands pour lui. « N'ayez pas peur », dit Michel en retirant sa veste pour en couvrir l'enfant. « Je suis policier, je vais vous aider. » Mais quelque chose dans le regard du garçon lui sembla étrangement familier. Ce visage, où l'avait-il déjà vu? L'enfant tenta de reculer, mais n'avait plus la force de bouger. « Ne me ramenez pas », balbutia-t-il d'une voix à peine audible. « Ils vont me tuer. » Michel sentit son cœur se serrer. Cette peur dans les yeux de l'enfant lui rappelait douloureusement les derniers instants avec Lucas. « Personne ne va te faire du mal, je te le promets. »« Comment tu t'appelles » Après un long silence, l'enfant chuchota. « Théo Moreau. » Ce nom frappa Michel comme un coup de tonnerre. Théo Moreau. Il se souvenait maintenant où il avait vu ce visage. C'était dans les journaux, il y a 3 ans. L'incendie de l'orphelinat Sainte-Marie près de Marseille. 15 enfants morts, leurs photos placardées sur toutes les unes de France. Et parmi eux, ce garçon aux yeux verts qui le regardait maintenant avec une terreur absolue. « Mais tu es censé être mort », murmura Michel incrédule. « L'incendie, tous les journaux ont dit. » Théo ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues creuses. « J'aurais dû mourir avec les autres. Mais j'ai vu qui a mis le feu. Et maintenant, il me cherche. » Michel sentit ses mains trembler. 20 années d'enquête criminelle lui avaient appris à reconnaître la vérité dans la voix d'un témoin. Cet enfant ne mentait pas. Mais comment était-ce possible? Comment un enfant officiellement décédé pouvait-il être là, vivant mais mourant de fièvre dans un entrepôt abandonné? « Écoute-moi bien, Théo, » dit Michel en prenant doucement la main glacée de l'enfant. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais t'emmener à l'hôpital.
Tu as besoin de soins médicaux urgents. »« Non !» s'écria Théo avec une énergie surprenante. « Pas l'hôpital. Ils ont des contacts partout. Ils sauront que je suis vivant. » Michel hésita. Tous ses instincts de policier lui dictaient de suivre la procédure. Emmener l'enfant aux urgences, contacter les services sociaux, ouvrir une enquête officielle. Mais quelque chose dans la terreur pure qu'il lisait dans les yeux de Théo l'arrêta. Cette peur n'était pas celle d'un enfant des rues ordinaires. C'était la peur de quelqu'un qui avait vu la mort de près et savait qu'elle le traquait encore. La radio de Michel crépita. « Unité 47. Vous copiez ? Rapport de situation demandé. » Michel regarda Théo puis sa radio. Une décision qui changerait tout se profilait devant lui. Pour la première fois depuis la mort de Lucas, il ressentait ce mélange familier de peur et de détermination qu'il avait autrefois fait aimer son métier. Mais cette fois, ce n'était pas seulement une affaire. C'était un enfant qui avait besoin de lui, comme Lucas avait eu besoin de lui ce jour-là sur la route. Unité 47 en patrouille de routine. « Race pour l'instant », répondit-il finalement, éteignant sa radio. Théo le regardait avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Michel souleva délicatement l'enfant dans ses bras, surpris par sa légèreté. « On va chez moi », murmura-t-il. « Tu auras chaud, à manger, et on parlera de tout ça demain matin. » En sortant de l'entrepôt avec Théo serré contre lui, Michel ne savait pas encore qu'il venait de prendre la décision la plus importante de sa vie. Dans les rues silencieuses de Lyon, sous la lumière blafarde des réverbères, un capitaine désespéré venait de trouver une raison de croire à nouveau en quelque chose. Mais il ignorait encore que cette découverte l'entraînerait dans une spirale de révélations qui ébranlerait ses convictions les plus profondes sur la justice et la corruption au cœur du système qu'il avait servi pendant 20 ans. L'appartement de Michel au 5e étage d'un immeuble de la Croix-Rousse était spartiate, reflet d'une vie qui avait perdu ses couleurs depuis longtemps. 2 pièces modestes avec vue sur les traboules historiques du quartier, quelques meubles fonctionnels et des photos de Lucas soigneusement rangées dans un tiroir qu'il n'osait plus ouvrir. En portant Théo à l'intérieur, Michel réalisa à quel point son foyer était devenu froid et impersonnel. « Voilà, on y est », murmura-t-il en déposant délicatement l'enfant sur son canapé. La fièvre de Théo avait empiré pendant le trajet en voiture, et ses tremblements inquiétaient Michel. « Je vais te préparer un bain chaud et chercher des médicaments. » Théo agrippait encore la veste de Michel, ses doigts minces crispés sur le tissu. « Vous n'allez pas me livrer ? Vous ne ferez pas comme les autres ?» Sa voix était si faible que Michel dut se pencher pour l'entendre. « Les autres ?» Michel s'assit sur le bord du canapé. « De quoi tu parles, petit ? Qui sont ces autres ?» Les yeux de Théo se remplirent à nouveau de larmes. « Au début, après l'incendie, j'ai fait confiance. Un homme m'a trouvé près des décombres. Il portait un costume, il avait l'air gentil. Il m'a dit qu'il était des services sociaux, qu'il allait m'aider. » L'enfant s'interrompit, secoué par une quinte de toux violente. Michel lui apporta un verre d'eau et attendit patiemment qu'il continue. Son expérience d'enquêteur lui avait appris que forcer les confidences ne menait à rien, surtout avec un enfant traumatisé. « Il m'a emmené dans une maison, loin de Marseille, » reprit Théo après avoir bu quelques gorgées. Là-bas, il y avait d'autres hommes. Ils voulaient savoir ce que j'avais vu cette nuit-là. Ils me posaient sans arrêt les mêmes questions. « Qui as-tu vu ? As-tu parlé à quelqu'un ? T'es-tu caché quelque part ?» Michel sentit une colère sourde monter en lui. « Et qu'est-ce que tu leur as dit ? » ?»« Rien au début, j'avais trop peur, mais ils ne me donnaient presque pas à manger. Et puis un jour, l'un d'eux a dit qu'ils allèrent me ramener au centre, que tout redeviendrait normal. » Théo frissonna malgré la couverture que Michel avait posée sur lui. C'est là que j'ai compris qu'il mentait. J'avais entendu aux informations que j'étais mort dans l'incendie avec tous les autres. Alors pourquoi ils voulaient me ramener quelque part ? La logique implacable de l'enfant frappa Michel. Un garçon de 9 ans, il devait avoir cet âge-là au moment de l'incendie, avait compris qu'on voulait le faire disparaître définitivement. « Comment tu t'es échappé ? » Une nuit, ils ont oublié de fermer la porte de ma chambre. Je me suis enfui par la fenêtre. J'ai marché pendant des heures dans la campagne jusqu'à trouver une route. Théo toussa encore et Michel nota que ses lèvres commençaient à bleuir légèrement. Il fallait agir vite. « Attends-moi là, je reviens », dit Michel en se dirigeant vers la salle de bain. Pendant qu'il faisait couler un bain tiède, son esprit tournait à plein régime. L'incendie de l'orphelinat Sainte-Marie avait fait la une de tous les journaux français en janvier 2020. 15 enfants morts, un drame national qui avait soulevé des questions sur la sécurité des établissements d'accueil. L'enquête avait conclu à un accident causé par un court-circuit électrique. Affaire classée. Mais si Théo disait la vérité, si l'incendie était criminel, et s'il y avait des témoins à faire taire, alors
Monsieur le policier ?» La voix fragile de Théo l'interrompit dans ses réflexions. Michel retourna au salon et trouva l'enfant assis, tenant dans ses mains tremblantes une photo qu'il avait trouvée sous un coussin. C'était un cliché de Lucas pris l'été avant sa mort, souriant sur une plage de la Côte d'Azur. Michel avait cru avoir rangé toutes les photos, mais celle-ci avait dû glisser du tiroir lors d'un déménagement de meubles. « C'est votre fils ?» demanda Théo avec une perspicacité troublante pour son âge. Michel s'assit lourdement à côté de lui, prenant la photo avec des mains qui tremblèrent légèrement. « Oui, il s'appelait Lucas. Il avait 8 ans quand il ne put finir sa phrase. « Il est mort », compléta doucement Théo. « Je le vois dans vos yeux. C'est la même tristesse que ma mère avait quand elle parlait de mon père. » Cette simplicité enfantine toucha Michel au cœur. « Tu te souviens de tes parents ?»« Un peu. Maman est morte quand j'avais 6 ans. Cancer, ils ont dit à l'orphelinat. Papa, je ne l'ai jamais connu. » Théo rendit la photo à Michel. « C'est pour ça que vous m'aidez ? Parce que votre fils ne peut plus avoir besoin de vous ?» La question d'une justesse brutale laissa Michel sans voix pendant plusieurs secondes. Comment un enfant de 12 ans pouvait-il comprendre avec tant de clarté les motivations d'un adulte ? Peut-être, admit-il finalement. Maintenant, viens. Tu as besoin de te réchauffer et de te soigner. On parlera de tout ça après. Michel aida Théo à se lever et le guida vers la salle de bain. En retirant les vêtements sales de l'enfant, il découvrit l'étendue de sa maigreur. Chaque côte était visible. Ses bras n'étaient que peau et os, et plusieurs ecchymoses anciennes marquaient son torse. « Bon sang », murmura Michel. « Depuis combien de temps tu vis comme ça ?»« 3 ans », répondit simplement Théo en entrant dans le bain avec un soupir de soulagement. « Au début, j'essayais de rester près des grandes villes. Je fouillais dans les poubelles des restaurants, je dormais dans les gares. Mais ils me cherchaient. J'ai vu leurs photos de moi collées dans le métro de Paris avec écrit « Enfant disparu » dessous. Michel sentit ses poings se serrer. Ils utilisaient ta disparition pour te retrouver. Oui, alors j'ai appris à éviter les endroits où il y a beaucoup de policiers. Pardon, ajouta-t-il en voyant l'expression de Michel. Ne t'excuse pas, tu as eu raison de te méfier. Michel s'assit sur le rebord de la baignoire. Mais maintenant, tu dois me dire exactement ce que tu as vu cette nuit-là. Si on veut que ça s'arrête, si on veut que tu puisses redevenir un enfant normal, il faut que je comprenne à quoi on a affaire. Théo ferma les yeux. L'eau chaude semblait lui redonner un peu de force. Cette nuit-là, je ne dormais pas. J'avais mal au ventre à cause du repas. La nourriture était souvent avariée à Sainte-Marie. Je suis sorti de ma chambre pour aller aux toilettes. C'est là que j'ai vu Monsieur Carvalho, le directeur, parler avec 2 hommes que je ne connaissais pas. Tu as entendu leur conversation ? Pas tout, mais Monsieur Carvalho avait l'air très en colère. Il disait quelque chose comme « ce n'était pas prévu » et un des hommes a répondu « il fallait faire le ménage ». Puis ils ont vu que je les regardais. Théo ouvrit les yeux, fixant Michel avec une intensité troublante. L'un des hommes a dit « il y en a un qui traîne ». Et Monsieur Carvalho a répondu « ne vous inquiétez pas pour lui, il sera avec les autres ». Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Et ensuite, je me suis caché dans le placard de l'infirmerie. J'ai entendu des bruits, des gens qui couraient, et puis il y a eu l'odeur de fumée. Théo commençait à trembler à nouveau, malgré la chaleur de l'eau. J'ai attendu longtemps avant de sortir. Tout le bâtiment brûlait. J'ai réussi à m'échapper par la fenêtre de l'infirmerie qui donnait sur l'arrière. Et les autres enfants ? Les larmes de Théo se mélangèrent à l'eau du bain. Leurs portes étaient bloquées. J'ai essayé d'aider, mais le feu était trop fort. Je les entendais crier. Sa voix se brisa complètement. Michel posa une main réconfortante sur l'épaule de l'enfant. 15 vies innocentes, sacrifiées pour couvrir quel crime ? Et un directeur d'orphelinat complice de ce massacre, la corruption qu'il soupçonnait depuis longtemps dans certains rouages du système social français, prenait soudain un visage monstrueux. « Théo, est-ce que tu pourrais reconnaître les 2 hommes qui parlaient avec Carvalho ?» L'enfant hocha la tête. L'un d'eux avait une grosse cicatrice sur la joue gauche, et l'autre portait une bague avec une pierre rouge. Michel aida Théo à sortir du bain et l'enveloppa dans une serviette propre. Pour la première fois depuis 5 ans, il se sentait vraiment utile. Cet enfant avait survécu contre toute attente, et maintenant c'était à lui de faire en sorte que son témoignage ne reste pas vain. « On va te trouver des vêtements propres et te préparer quelque chose à manger », dit Michel en guidant Théo vers la chambre d'amis. « Et demain, on commencera à chercher la vérité. » Alors qu'il regardait Théo s'endormir enfin paisiblement dans un vrai lit, Michel comprit qu'il venait de s'engager sur un chemin sans retour. Mais pour la première fois depuis la mort de Lucas, il avait l'impression que sa vie avait à nouveau un sens. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Michel était déjà debout depuis 1 heure,
assis à sa table de cuisine avec une tasse de café froid et un dossier ouvert devant lui. Il avait passé la nuit à fouiller dans ses archives personnelles et sur Internet, recherchant tout ce qu'il pouvait trouver sur l'incendie de l'orphelinat Sainte-Marie. Les faits officiels étaient simples. 15 morts, origine accidentelle, enquête close. Mais les détails troublants s'accumulaient. Théo dormait encore dans la chambre d'amis, sa respiration enfin régulière après une nuit agitée de cauchemars. Michel l'avait entendu crier plusieurs fois, des mots inintelligibles mêlés de sanglots. Chaque fois, il avait résisté à l'envie d'aller le consoler, se contentant d'écouter à travers la cloison jusqu'à ce que le silence revienne. Son téléphone vibra. Un message de son collègue, le lieutenant Bernard Rousseau. « Salut Michel, tu es dans le coin aujourd'hui? J'ai du nouveau sur l'affaire des cambriolages dans le 6e. Il faut qu'on en parle. » Michel hésita avant de répondre. Bernard était son partenaire depuis 10 ans, un homme intègre qui avait toujours eu confiance en lui. Mais pouvait-il lui faire confiance avec l'histoire de Théo? Et surtout, pouvait-il être sûr que Bernard n'était pas lui-même sous surveillance? « Suis en repos aujourd'hui. On se voit demain » tapa-t-il finalement. Le bruit de petits pas dans le couloir lui fit lever la tête. Théo apparut dans l'encadrement de la porte, vêtu du pyjama trop grand que Michel lui avait donné. Un vieux pyjama de Lucas qu'il n'avait jamais eu le courage de donner. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. « Bonjour », dit timidement Théo. Dans la lumière du matin, il paraissait encore plus fragile, mais ses yeux avaient retrouvé un peu de leur éclat. « Bonjour mon grand. Tu as faim ?» Michel se leva pour préparer le petit déjeuner, soulagé de voir que la fièvre était tombée. « Comment tu te sens ?»« Mieux. Merci pour tout. » Théo s'assit prudemment à table, ses yeux parcourant les documents étalés. « Vous cherchez des informations sur l'incendie ?» Michel acquiesça en posant devant lui un bol de chocolat chaud et des tartines. « J'essaie de comprendre. »« Dis-moi, à l'orphelinat, est-ce qu'il y avait des visites bizarres? Des gens qui venaient voir Monsieur Carvalho ?» Théo réfléchit en buvant son chocolat, et Michel fut touché de voir qu'il prenait de petites gorgées précautionneuses, comme s'il n'arrivait pas encore à croire qu'il pouvait boire à sa faim. Oui, souvent, des messieurs en costume qui restaient enfermés avec lui dans son bureau. Parfois, après leur visite, certains enfants disparaissaient. Théo marqua une pause. On nous disait qu'ils avaient été adoptés, mais tu n'y croyais pas? Les enfants qui partaient en adoption n'étaient jamais les plus gentils ou les plus mignons. C'étaient souvent ceux qui posèrent des questions, qui se plaignaient de la nourriture ou des punitions. Théo mordit dans sa tartine avec appétit. Et puis, il y avait les papiers. Michel se redressa, alerte. Quel papier? Parfois, je nettoyais le bureau de Monsieur Carvalho. Je savais lire couramment, contrairement à beaucoup d'autres enfants. J'ai vu des documents avec nos noms dessus, mais pas pour des adoptions normales. Il y avait des sommes d'argent marquées à côté et des adresses dans d'autres pays. L'estomac de Michel se noua. Trafic d'enfants. Voilà pourquoi 15 témoins potentiels avaient dû mourir dans les flammes. Tu te souviens de certaines de ces adresses? Quelques-unes. Il y en avait en Roumanie, en Bulgarie, et une en Belgique qui revenait souvent. Théo fronça les sourcils, concentré. Bruxelles, rue de la Loi quelque chose. Et puis, il y avait un nom bizarre qui revenait sur beaucoup de papiers. Kessler. Michel nota mentalement ces informations. Bruxelles, rue de la Loi, le quartier européen. Et ce nom, Kessler, il faudrait qu'il fasse des recherches discrètes. Son téléphone sonna. Le numéro du commissariat s'affichait. Michel hésita, puis décrocha. Dubois. Michel, c'est le commissaire Moreau. La voix de son supérieur semblait tendue. Il faut que tu viennes immédiatement. On a un problème. Je suis en repos aujourd'hui, commissaire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une intrusion dans les archives centrales cette nuit. Quelqu'un a fouillé spécifiquement dans les dossiers des affaires classées, section 2020. Et devine quel dossier manque? Michel sentit son sang se glacer. L'incendie de l'orphelinat Sainte-Marie. Comment tu le sais? La surprise dans la voix de Moreau était palpable. Michel, qu'est-ce que tu ne me dis pas? Rien, commissaire. Simple déduction logique. C'était l'affaire la plus médiatisée de cette période. Michel croisa le regard inquiet de Théo. J'arrive dans 1 heure. Non, tout de suite. Et Michel, sois prudent. J'ai l'impression qu'on marche sur des œufs avec cette histoire. Michel raccrocha, l'esprit en ébullition. Quelqu'un d'autre s'intéressait à l'incendie de Sainte-Marie. Quelqu'un qui avait suffisamment d'influence pour s'introduire dans les archives de police. Théo avait raison d'avoir peur. Ils savent que vous m'aidez, dit Théo d'une petite voix. C'est pour ça qu'ils cherchent le dossier. Peut-être, ou peut-être que quelqu'un d'autre mène sa propre enquête. Michel posa une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. Écoute-moi bien.
Je dois aller au commissariat, mais je ne peux pas t'emmener. Tu vas rester ici, porte verrouillée, et tu n'ouvres à personne d'autre que moi. Compris ?» Théo hocha la tête, mais Michel voyait la peur revenir dans ses yeux. Il se dirigea vers un placard de l'entrée et en sortit une vieille boîte métallique. À l'intérieur, enveloppé dans un chiffon, se trouvait un revolver de service qu'il gardait chez lui. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-il en montrant l'arme à Théo. « Un pistolet. » « Exactement. Si quelqu'un essaie d'entrer de force pendant mon absence, tu te barricades dans la salle de bain avec ça et tu composes le 17. Tu dis ton nom, ton vrai nom, Théo Moreau, et tu demandes le commissaire Moreau du 3e arrondissement. C'est le seul en qui j'ai confiance pour l'instant. » Michel vérifia que l'arme était chargée et la posa sur la table de chevet de la chambre d'amis. « J'espère que tu n'en auras pas besoin, mais au moins, tu ne seras pas complètement sans défense. » En s'habillant rapidement, Michel réfléchissait à toute vitesse. 3 ans après l'incendie, pourquoi quelqu'un voulait-il effacer les traces maintenant? La réponse la plus logique était que Théo n'était pas le seul survivant à refaire surface. Peut-être qu'un autre témoin avait parlé, quelqu'un d'important cette fois. « Monsieur Michel ?» Théo l'avait suivi jusqu'à l'entrée. « Si vous ne revenez pas ?» Michel s'agenouilla devant lui, prenant ses petites mains dans les siennes. « Je reviendrai, je te le promets. Tu as survécu 3 ans tout seul, tu es plus fort que tu ne le crois. Mais maintenant, tu n'es plus seul. » En quittant son appartement, Michel avait l'étrange sensation de laisser derrière lui la seule chose qui comptait vraiment dans sa vie. Théo représentait bien plus qu'un témoin à protéger. Il était devenu, en l'espace d'une nuit, le fils qu'il n'avait plus, la chance de réparer ses erreurs passées. Dans l'ascenseur qui le menait au parking souterrain, Michel repensa aux paroles de Théo sur les documents qu'il avait vus. Un réseau international de trafic d'enfants utilisant les orphelinats français comme réservoir. Combien d'autres établissements étaient impliqués? Combien d'enfants avaient disparu dans ce système cauchemardesque? Son téléphone vibra à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. « Nous savons que vous l'avez trouvé. Rendez-le nous et tout se passera bien pour vous. » Michel effaça immédiatement le message et éteignit son téléphone. Plus de doute possible. Il l'avait à l'œil. Mais comment avait-il su si vite? À moins qu'il n'ait eu accès au rapport de patrouille de la nuit dernière. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Si quelqu'un au commissariat était de mèche avec les trafiquants, alors se rendre au travail pourrait être exactement ce qu'ils attendèrent de lui. Mais il n'avait pas le choix. S'il ne se montrait pas, cela confirmerait leurs soupçons. En démarrant sa voiture, Michel prit une décision qui allait sceller le destin de Théo et le sien. Quoi qu'il découvre au commissariat, quelles que soient les pressions qu'on exercerait sur lui, il ne livrerait pas cet enfant, même si cela devait lui coûter sa carrière, sa liberté ou sa vie. Dans son rétroviseur, il aperçut une berline noire qui démarrait au même moment que lui. Le jeu du chat et de la souris venait de commencer, et Michel n'était pas sûr de savoir qui était qui dans cette partie mortelle. Le commissariat du 3e arrondissement de Lyon bourdonnait d'une activité inhabituelle pour un mardi matin. Michel remarqua immédiatement les visages tendus de ses collègues et l'atmosphère pesante qui régnait dans les couloirs. En se dirigeant vers le bureau du commissaire Moreau, il croisa le regard de Bernard qui lui fit un signe discret de la tête, un avertissement qu'ils avaient développé au fil des années pour signaler un danger. « Dubois, enfin !» Le commissaire Moreau l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Ferme la porte et assieds-toi. On a un sacré problème sur les bras. » Michel obéit, notant que son supérieur avait les traits tirés d'un homme qui n'avait pas dormi de la nuit. Moreau était un policier de la vieille école, intègre et direct, qui avait gravi les échelons à la force du poignet. Si quelque chose l'inquiétait, c'était sérieux. « Parle-moi de ta patrouille d'hier soir », demanda Moreau sans préambule. « Et ne me mens pas, Michel. Des gens très importants s'intéressent à tes activités nocturnes. » Michel avait préparé sa réponse pendant le trajet. Patrouille de routine dans le secteur Gerland. Rien à signaler. Pourquoi ces questions? Moreau ouvrit un dossier posé devant lui. Parce qu'à 4h32 ce matin, les caméras de surveillance de la préfecture ont filmé une voiture avec une plaque d'immatriculation correspondant à la tienne quittant le parking souterrain. 40 minutes après la fin de ton service officiel. Il leva les yeux vers Michel. Et parce que cette nuit, quelqu'un ayant visiblement accès au code de sécurité du bâtiment a forcé les archives. Tu penses que c'est moi? Michel feignit l'indignation, mais son esprit analysait rapidement la situation. Si on l'accusait de l'intrusion, c'était pour le discréditer avant qu'il ne puisse révéler ce qu'il savait. Non, je ne le pense pas. Mais d'autres, si. Moreau se pencha vers lui. Michel, ce matin, j'ai reçu un appel du ministère de l'Intérieur, du bureau du ministre en personne.
Ils veulent que tu sois suspendu pending une enquête interne sur tes activités douteuses récentes. Leurs mots, pas les miens. Michel sentit le piège se refermer. Sur quelle base? Officiellement, soupçon de lien avec des réseaux criminels. Officieusement, Moreau baissa la voix. Quelqu'un de très puissant veut ta peau, mon vieux. Et ça a un rapport avec l'affaire Sainte-Marie, j'en mettrai ma main au feu. La confirmation de ses pires craintes frappa Michel comme un coup de poing. Commissaire, il faut que je te dise quelque chose. Mais pas ici. Les murs ont des oreilles. Moreau étudia son expression puis hocha la tête. Rendez-vous dans 20 minutes au Café de la Paix, rue Mercière. Et Michel, fais attention. J'ai l'impression qu'on joue dans la cour des grands, et les règles ne sont plus les mêmes. En quittant le commissariat, Michel repéra immédiatement la berline noire garée en face. 2 hommes en costume l'observaient, sans chercher à se cacher. Un message clair. Nous te surveillons. Il prit délibérément la direction opposée au café, empruntant les traboules de la Croix-Rousse pour semer d'éventuels suiveurs. Son téléphone vibra. Un message de Théo. Des hommes sont venus à l'immeuble. Ils ont posé des questions sur vous aux gardiens. Je me suis caché dans la salle de bain comme vous avez dit. Michel accéléra le pas, son cœur battant la chamade. Ils avaient retrouvé son adresse plus vite qu'ils ne l'avaient imaginé. Il fallait évacuer Théo immédiatement. Au Café de la Paix, le commissaire Moreau l'attendait déjà, installé dans un coin discret. Michel s'assit face à lui et, sans préambule, lui raconta tout, la découverte de Théo, son identité véritable, ses révélations sur l'incendie criminel et le réseau de trafic d'enfants. Moreau l'écouta sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus grave. Quand Michel eut terminé, un long silence s'installa entre eux. « Bon sang, Michel », murmura finalement Moreau. « Tu réalises dans quoi tu t'es fourré? Si ce gamin dit la vérité, on parle d'un réseau qui va jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. C'est pour ça qu'ils veulent ma suspension, pour m'isoler et avoir les mains libres pour récupérer Théo. » Moreau sortit son téléphone et composa un numéro. « Sarah, c'est papa. Écoute-moi bien. Tu prends immédiatement le train pour Grenoble chez ta tante. Non, ne discute pas. Pars maintenant et ne reviens pas avant que je te dise. » Il raccrocha et regarda Michel. « Ma fille, si ces gens n'hésitent pas à éliminer des enfants, ils n'hésiteront pas à s'en prendre à nos familles. Qu'est-ce qu'on fait? On joue notre va-tout. » Moreau se leva. « Tu récupères le gamin et tu l'emmènes dans un endroit sûr. Moi, je contacte un journaliste d'investigation que je connais à Lyon-Capitale. Si on arrive à faire éclater l'affaire publiquement, ils ne pourront plus l'étouffer. » En quittant le café, Michel avait l'impression de revivre le jour de l'accident de Lucas, cette sensation d'urgence absolue, cette course contre la montre, où chaque seconde pouvait être décisive. Mais cette fois, il ne laisserait pas un enfant lui échapper. De retour dans son immeuble, Michel monta les escaliers 4 à 4. Il ouvrit la porte de son appartement et appela doucement « Théo, c'est moi ?» Pas de réponse. Le salon était vide, mais aucun signe de lutte. Michel se dirigea vers la chambre d'amis et trouva Théo recroquevillé dans la salle de bain, le revolver serré contre lui. « C'est fini. Ils sont partis », dit Michel en s'agenouillant près de lui. « Mais on doit partir d'ici. Maintenant. » Théo leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Ils ont dit aux gardiens qu'ils étaient de la police, qu'ils venaient vous arrêter pour enlèvement d'enfants. » Sa voix tremblait. « J'ai compris qu'ils mentaient, mais... Mais si tout le monde croit que c'est vous le méchant ?» Michel prit l'enfant dans ses bras. « Peu importe ce que les gens croient, ce qui compte, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que 15 enfants sont morts à cause d'adultes cupides et lâches. On va faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. » En aidant Théo à rassembler ses affaires, Michel repensa à toutes les décisions qu'il avait menées à ce moment. 3 ans plus tôt, il avait échoué à protéger son propre fils. Aujourd'hui, il avait une seconde chance. Une chance de prouver que parfois un homme seul pouvait faire la différence. Ils quittèrent l'appartement par l'escalier de service, évitant l'ascenseur principal. Dans le parking souterrain, Michel vérifia que sa voiture n'était pas surveillée avant d'y installer Théo. « Où on va ?» demanda l'enfant en bouclant sa ceinture. « Chez ma sœur, dans le Jura. Elle a une ferme isolée où tu seras en sécurité. » Michel démarra et prit la direction de l'autoroute. « Et puis, on va raconter ton histoire au monde entier. » Pendant qu'il roulait vers les montagnes, Théo s'endormit sur le siège passager, épuisé par l'émotion. Michel l'observait dans le rétroviseur, ce petit visage encore marqué par la malnutrition, mais qui avait retrouvé une sérénité qu'il n'avait sans doute pas connue depuis des années. 2 heures plus tard, son téléphone sonna. C'était Moreau. « Michel, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, le journaliste est intéressé et il a des contacts au niveau national. La mauvaise,
Ils ont émis un mandat d'arrêt contre toi, enlèvement et séquestration de mineurs. Combien de temps on a? Quelques heures, peut-être moins. Ils vont mettre tous les barrages d'autoroute en alerte. Michel regarda Théo qui dormait paisiblement. Alors on n'a plus le choix. Rendez-vous ce soir à la ferme. Et commissaire, merci de me faire confiance. C'est moi qui te remercie, Michel. Tu m'as redonné foi en ce métier. En raccrochant, Michel réalisa que sa vie d'avant était terminée. Quoi qu'il arrive, il ne redeviendrait jamais le policier désabusé qu'il était encore hier. Théo lui avait rendu quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir qu'un homme ordinaire pouvait encore changer le cours des choses. Alors que leur voiture s'enfonçait dans les montagnes du Jura, loin de Lyon et de ses dangers, Michel sourit pour la première fois depuis des années. Dans quelques heures, l'histoire de Théo Moreau ferait la une de tous les journaux de France. Et peut-être qu'enfin, les fantômes de 15 enfants innocents pourraient reposer en paix. La route serpentait devant eux, incertaine mais pleine de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir leur appartenait.